Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions asiatiques et des actions japonaises. Plus précisément encore, Joachim Jean est avec nous en plateau pour en parler, gérant actions asiatiques chez Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. J'ai appelé l'interview Japon, le renouveau. Vous revenez il y a quelques semaines à peine d'une tournée japonaise. Vous avez passé 10 jours au Japon et j'imagine que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé au Japon, Joachim. Vous avez rencontré évidemment beaucoup de monde là-bas, des entreprises, des investisseurs japonais, mais pas uniquement. Il y avait aussi des occidentaux qui étaient sur place au moment où vous y étiez, Joachim. Vous constatez de plus en plus qu'il y a des changements structurels qui sont en train de prendre forme du point de vue de la gouvernance des entreprises japonaises, du point de vue de la politique de retour ou de rémunération des actionnaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces changements structurels et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette idée d'un renouveau peut-être du marché boursier japonais ? Exactement. Bon, j'ai eu la chance de retourner au Japon. Ouais. Ça faisait 3 ans à peu près qu'on ne pouvait pas aller au Japon, donc ce fut très intéressant, très instructif. Donc j'ai rencontré à peu près une vingtaine de sociétés. Et comme vous l'avez dit Grégoire, j'ai rencontré énormément aussi d'investisseurs anglo-saxons qui reviennent sur la classe d'actifs et qui sont extrêmement intéressés par les sociétés japonaises qui ne se payent pas très cher. Et en fait, ça, c'est pas nouveau, vous allez me dire. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler, le marché japonais, c'est un marché qui... C'est jamais cher. Exactement, c'est jamais cher. Mais pourquoi c'est intéressant aujourd'hui ? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est le Japan Stock Exchange, donc la bourse de Tokyo, qui fin janvier tape du poing sur la table, nous dit voilà, on a beaucoup de sociétés japonaises qui se payent sous leur valeur d'actifs net. Donc avec un price to book inférieur à 1, on en a à peu près 30% au Japon, là où aux États-Unis on en a que 3%. Vous voyez un peu la différence. Et le Japan Stock Exchange nous dit voilà, il faut que ces sociétés-là aujourd'hui soient beaucoup plus transparentes en termes de stratégie et beaucoup plus efficaces en termes d'allocation du capital. Bien évidemment, l'objectif premier, c'est de redonner un peu un attrait au marché japonais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le retour des activistes en fait sur le marché japonais. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques mois des investisseurs étrangers activistes qui prennent des positions assez importantes dans le capital de certaines sociétés japonaises. La plupart qui ont énormément de cash au bilan, qui ont une politique de rémunération pas forcément alignée avec les actionnaires. Et on a ces investisseurs qui nous disent bon voilà, ça va, ça fait plusieurs années qu'il se passe rien au Japon, qu'il se passe rien dans ces sociétés-là. Il faut que vous fassiez quelque chose. Et du coup, on voit certaines sociétés qui subissent un peu la pression des activistes, qui annoncent des rachats d'actions de conséquences, et ça porte souvent, la plupart du temps, ces entreprises-là. Donc c'est une thématique très intéressante aussi. Ouais. Mais si je comprends bien ce que vous dites, c'est comme si le Japan Stock Exchange, l'opérateur de la bourse japonaise, avait donné une forme de feu vert aux activistes, ou en tout cas en disant il faut que nos entreprises bougent. Alors si les entreprises ne bougent pas, il y aura forcément, j'imagine, une vague d'activisme qui viendra faire bouger les choses parce que le marché fonctionne comme ça. Exactement. Alors le Japan Stock Exchange, c'est pas nouveau. Elle avait mis en place un code de gouvernance, un code de conduite il y a plusieurs années. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines sociétés qui ont joué le jeu et d'autres pas. Donc on a une polarisation en fait du marché japonais avec des sociétés de croissance, de qualité, qui ont une stratégie qui se rapproche de ce qu'on voit en Europe, aux États-Unis. Mais on a toute une tranche en fait de la cote qui continue en fait de traîner des pieds pour aller vers quelque chose de plutôt orienté vers les investisseurs. Et c'est ces sociétés-là, aujourd'hui, qui sont ciblées parce qu'en fait, on a des sociétés qui se payent extrêmement cher, extrêmement peu cher. Oui. Et il faut sortir de cette spirale-là. Si on veut, aujourd'hui, regagner l'intérêt des investisseurs, bien sûr, il faut montrer que les autorités aussi vont dans ce sens-là. De quel type de faiblesse on parle ? Quel type de problèmes ou de questions sur la gouvernance des entreprises japonaises? De quoi parle-t-on précisément, Joachim ? Alors, il y a des vieux démons au Japon. Il y a un système managérial assez archaïque. On voit souvent au sein des boards japonais des personnes qui ont plus de 80 ans. On voit également des participations croisées entre les entreprises. On voit une indépendance assez faible au niveau du board. Donc, ce sont des problématiques qui sont connues aujourd'hui. Il y a des autorités qui demandent aux sociétés d'aller vers les meilleures pratiques internationales. On a derrière aussi des investisseurs étrangers qui ont des bonnes pratiques ESG et qui disent nous, c'est aussi plus possible. L'intérêt des investisseurs, c'est de rencontrer les sociétés. Il y a un dialogue qui s'entretient. Lorsque je vais au Japon, que je rencontre des sociétés japonaises,
on parle évidemment aussi de la gouvernance. Qu'est-ce qui se passe au niveau du board? Pourquoi on a 0 membre indépendant? Sur les questions ESG aussi, on demande pourquoi il y a très peu de communication. Et on voit des fois, d'ailleurs, c'est assez intéressant, certaines sociétés avec lesquelles on a dialogué, peu de temps après, bizarrement, on voit des choses évoluer. Mais c'est normal, elles ont tout intérêt d'attirer les capitaux étrangers aussi. Donc c'est aussi ça le métier. C'est vrai que des fois, on dit gérant, il est derrière son écran, derrière le Bloomberg. Il faut aller sur place, il faut entretenir un dialogue. Mais il y a une prise de conscience au Japon, je ne sais pas comment le dire, il ne faut pas sortir de l'histoire financière, quoi. Il faut quand même rester le monde reste quand même global, hein. On parle beaucoup de démondialisation, et le monde financier reste encore très très global. Il faut rester dans la course. Et il y a un moment important, crucial, là peut-être stratégique, pour le Japon en tant que place boursière mondiale. Exactement. Alors, le Japon a connu une crise majeure dans les années 90. Il y a une bulle qui a explosé. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont très prudentes de l'utilisation du cash. Évidemment. Exactement. Évidemment. Mais il y a un moment, il y a encore ces stigmates. Il y a encore ces stigmates-là du fait du modèle managérial archaïque avec des managers qui ont connu ces années-là et qui sont réticentes à innover, à investir, à acheter d'autres sociétés. Donc voilà, on a énormément de cash au bilan et on a aujourd'hui une stratégie, nous en tant que gérants actifs. C'est aussi ça, parce qu'on voit aujourd'hui la gestion passive qui prend de plus en plus d'importance. Ça, typiquement, c'est une gestion qui est intéressante lorsqu'on est un gérant actif. On vient chercher ce société-là où il y a de l'évolution au niveau de la gouvernance. Et vous dites toute la smart money anglo-saxonne là fait le détour par le Japon lors de ces tournées asiatiques. Voilà, j'ai rencontré énormément de gérants américains. Le credo aujourd'hui, c'est on va chercher des sociétés qui se payent peu cher, qu'on est au moment de cash au bilan, on analyse l'actionnariat, on voit des activistes qui rentrent. Et on en profite. Je vous donne un exemple. Le fonds américain Elliott, 55 milliards de gestion sous actifs, ils prennent une participation dans Dai Nippon Printing, une petite société japonaise que personne n'a entendue. Un mois après, on a le plus gros rachat d'actions de cette société-là. Le titre a pris 50% depuis. Donc on voit que ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très vite, et c'est pour ça qu'il faut être assez malin lorsqu'on va chercher ces sociétés-là. Et votre travail justement là, comment vous identifiez une boîte qui va bouger par rapport à une boîte qui ne bougera pas peut-être au Japon, Joachim? Alors c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Grégoire. On analyse les sociétés japonaises, on prend celles qui se payent peu cher, donc un price to book inférieur à 1, on regarde celles qui ont énormément de cash au bilan, et on regarde où les activistes vont ou pas. Et là, on voit des choses intéressantes. Par exemple, un activiste anglo-saxon, donc britannique, qui s'appelle Silchester, qui a pris par exemple des participations dans des sociétés dans la distribution de médicaments au Japon. Donc vous allez me dire, c'est une industrie plutôt ennuyeuse. Il ne se passe pas grand-chose, mais on a un oligopole, on a une industrie plutôt défensive, énormément de cash au bilan, un système managérial un peu plutôt archaïque. Et là, on sent peut-être quelque chose qui va se passer avec un actionnaire qui va pousser pour que ça avance dans ce sens-là. Donc c'est ce genre de choses qu'on regarde, dans lequel on investit. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire lorsqu'on investit dans un ETF. Très intéressant. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le fait que le Japon... alors certes, le Japon, c'est le pays de la déflation et du vieillissement démographique, mais même cet archipel ou ce bastion semble rattrapé aussi par quelques pressions inflationnistes, hein, qui se retrouvent à la mesure japonaise. C'est pas du plus 10%, mais quand même, dans l'inflation globale, on voit quand même des chiffres positifs désormais. Et puis je vois aussi des annonces de hausse de salaire, mais spectaculaires. On a du mal à imaginer. Chez Uniqlo Fast Retailing, c'était 40% de hausse de salaire, je crois. On a du mal à imaginer que ce soit même possible. Ça joue un rôle. Enfin, tout ça, ce sont des événements qui bousculent un peu comme ça le tissu des entreprises japonaises. Exactement. On l'attendait depuis des années, cette hausse de salaire. On ne l'avait pas au Japon depuis des décennies. On n'avait pas d'inflation. La BOJ, elle nous disait quoi? Si on veut faire évoluer la politique monétaire au Japon, il faut qu'il y ait des hausses de salaire, il faut qu'il y ait de l'inflation. Aujourd'hui, on a de l'inflation. On attend quoi? Une boucle prix-salaire, des salaires qui vont entretenir un peu l'inflation. Une sortie de politique monétaire, alors ça aussi c'est une grande question, mais ce que je veux dire c'est que ça peut attirer les investisseurs aussi qui mettaient de côté le Japon parce qu'on avait une politique monétaire ultra accommodante, on n'avait pas de croissance, on n'avait pas d'inflation. Donc il y a un changement aussi au niveau structurel de la macroéconomie au Japon. Donc on a un paradigme plutôt intéressant, mais encore une fois, restons très sélectifs dans le choix des valeurs.
Merci beaucoup Joachim, merci d'être venu nous faire part de votre retour d'expérience de terrain effectivement pour ce voyage au Japon. Pour la première fois depuis 3 ans, on le comprend, vous avez passé 10 jours sur place. Joachim Jean, gérant Action Asiatique chez Mansartis, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, week-end prolongé pour les équipes de Smart Bourse. On se retrouvera donc mardi à 12h30 en direct sur Bismart.